La croissance économique de l'Afrique dépassera les prévisions mondiales en 2023 et 2024 selon le rapport semestriel de la Banque africaine de développement. Le nouveau rapport de la Banque africaine de développement appelle à prendre des mesures politiques audacieuses pour aider les économies africaines à atténuer les risques cumulés. Nous allons également ajouter le côté social avec notre invité King Dodjro que vous connaissez. Il est consultant et expert en structuration économique et financière. C'est un grand plaisir de le revoir sur le plateau de l'invité. Bonjour, cher René, vous allez bien? Bonjour, cher ami Michel. Dieu veille toujours sur King. Alors, quand on parle de grands enjeux socio-économiques en 2023 pour l'Afrique, on veut faire référence à quoi précisément, King Dodjro? Bon, pour une compréhension terre à terre simplifiée, c'est juste on veut faire allusion aux défis à relever, les défis à relever à l'effet de garantir un développement économique certain. C'est de ça qu'il s'agit. Quels sont les défis qu'il faudra donc relever pour pouvoir garantir la notion de croissance telle que vous venez de l'évoquer, ou alors dans son ensemble. Mais il faut quand même avouer qu'en fait, l'Afrique est confrontée à des défis d'ordre structurel qui continuent d'assujettir ou bien de faire subir tout le continent dans son ensemble à une situation d'économie faible. Parce que, en fait, quand on revient sur la notion même de croissance économique sur le continent, c'est pas la même notion quand on est en Chine, quand on est aux États-Unis ou en Europe. C'est pas la même notion. Leur croissance économique se repose sur la capacité à produire et à écouler. C'est ce qui soutient donc leur croissance économique, tandis qu'en Afrique, c'est la capacité à consommer. C'est la capacité à consommer dans une période bien donnée qui définit donc le vecteur soutenant donc la croissance économique sur le continent. Cela veut dire simplement qu'en fait sur le continent c'est l'expression des besoins individuels et collectifs qui soutiennent, qui sont à la base donc de la croissance économique. C'est pourquoi en Afrique, cette croissance est soutenue par le nombre d'habitants que nous sommes en fait. Je m'explique plus clairement. Prenons Michel. Quels sont les besoins de Michel? Michel doit payer son loyer, qui s'élève à 30 000. Il doit payer le carburant tous les jours, qui s'élève à 2 000 francs. Il doit manger tous les jours, comme il vient de le faire à midi, à midi de cette journée. Il s'élève à 2 000 aussi. Il doit aussi se vêtir, qui s'élève à 5 000 francs par mois. Il doit faire des check-up sur le plan sanitaire, qui s'élève peut-être à 10 000 francs le mois. Voici les besoins de Michel, auxquels il doit faire face, il doit satisfaire tout au long du mois. Michel plus King, ainsi de suite. Si vous êtes au nombre de 10 personnes, vous exprimez ces besoins de consommation. Parce que tout est dans la consommation maintenant, à votre niveau. Parce que pour satisfaire ces besoins, vous devez avoir des moyens financiers. Cela suppose que vous avez vendu vos prestations quelque part pour pouvoir, en contrepartie, on vous a payé. Ça veut dire que vous êtes salarié. Donc, quand vous prenez vos salaires, vous l'investissez maintenant pour satisfaire vos besoins. Donc, c'est l'ensemble des besoins exprimés individuellement et au niveau collectif qui constitue en fait le volume d'affaires dans un pays, et que on compare par rapport à l'année passée. Quel était donc le volume de besoins satisfaits tout au long d'une année X? Et on regarde, si vous étiez hier, l'année passée, 10 personnes à exprimer vos besoins en moyenne. On connaît déjà, vous étiez 10 personnes à exprimer vos besoins en moyenne, tant, et que l'année prochaine, vous serez 15 personnes, systématiquement, on prévoit une croissance à hauteur de 2. Parce qu'il y a eu une croissance, quand on sort le ratio, on connaîtra le ratio. Donc, au lieu que ça soit, vous chiffrez maintenant l'économie
sur la base de 10 consommateurs, vous devez le chiffrer maintenant sur la base qu'il y a 15 consommateurs pour l'année prochaine. Et on définit donc approximativement la croissance économique sur le continent africain. Oui. Par contre, comme je le disais, sur d'autres continents, c'est pas la même chose. C'est la définition des éléments qui rentrent qui soutiennent donc la croissance économique sont des prévisions de production de leurs machines, que ce soit des biens et des services en fait, par rapport à leur modèle économique. Mais les enjeux en Afrique sont énormes tout le temps. C'est pas seulement pour 2023. C'est énorme. C'est pourquoi je dis que ce sont les enjeux d'ordre structurel. Écoutez, il faut, au vu de cette situation de crise internationale qu'on vit depuis l'année passée, c'est l'occasion de rappeler cette règle d'or en économie qui dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Tout se joue autour de l'homme. Donc, il faut la maîtrise donc du contrôle suivi de la population africaine. Jusqu'à présent, sur le continent, il y a des naissances non déclarées. Il y a des gens qui naissent, ils travaillent la terre, ils ont participé à l'expression de ces besoins satisfaits par des biens ou des services, et jusqu'à ils disparaissent sans être fichés aucunement. Donc, il y a un problème sur le dénombrement en Afrique. Ça vous insiste sur cela. Toujours. Ça fait partie sans doute du système économique. On doit prendre en compte cela pour pouvoir avancer. J'ai l'impression qu'en Afrique, on a peur de déclarer la population exacte qu'on a, alors que c'est c'est la première matière première. C'est la première richesse que nous avons. C'est le nombre de populations que nous avons sur nos territoires qui garantit notre richesse en fait. Si vous avez dans votre espace économique 10 personnes, sachez que celui qui a 20 personnes dans son espace économique sera plus puissant que vous. Parce que consommation de 10 personnes, consommation de 20 personnes, c'est pas la même chose. On est d'accord? Oui. L'économie se construit toujours autour de l'expression des besoins. Plus vous avez du monde, les besoins vont se multiplier et donc on cherchera à les satisfaire par les biens et les services. Et ça dépendra aussi maintenant de quelle source d'approvisionnement vous aurez opté pour pouvoir satisfaire donc les besoins exprimés par la population en général. Si vous optez pour l'import, vous affaiblissez votre circuit, votre économie. Mais si vous optez pour la production, vous allez renforcer votre capacité en interne et vous allez bien évidemment développer des mécanismes ou des leviers, des véhicules certains pour pouvoir soutenir donc une croissance qui va être une croissance soutenue par double élément, la consommation et la production. On est d'accord? Mais en Afrique, le défi de contrôle, le suivi de la population reste permanent depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. À telle enseigne que quand on regarde les recensements dans nos pays, c'est toujours dans des périodes de 5 années, voire 10 ans. Mais 5 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Il faut maîtriser le nombre de personnes qu'on a sur nos territoires et ce qui va aider beaucoup nos gouvernants à renforcer leur capacité de collecte des impôts, parce que du moment où vous ne maîtrisez pas ceux qui habitent sur vos territoires, vous ne pouvez pas imposer les gens, vous ne pouvez pas faire une prévision de recettes fiscales réelles, parce que les acteurs qui opèrent sur le territoire ne sont pas fichés. Donc il y a beaucoup d'activités non déclarées sur ce territoire. Donc le grand défi pour le continent africain, c'est d'abord la maîtrise et le contrôle de l'évolution de sa population. Et c'est ça également qui vient jouer un rôle aussi très important. C'est cette faiblesse de maîtriser ou de contrôler l'évolution de la population qui fait que nos frontières sont poreuses en fait. Du coup, on ne sait pas qui rentre, qui sort. C'est un élément qui encourage l'évolution rapide, par exemple, du terrorisme dans la sous-région, parce qu'on ne sait pas qui rentre par nos frontières terrestres, surtout, et qui en sort, surtout. On ne sait pas, par manque de ce contrôle suivi de la population, on ne sait pas aujourd'hui identifier qui rentre dans ce village et qui en sort, parce que
je ne sais pas si on a peur de connaître le nombre de personnes que nous sommes sur le continent, alors que c'est ça qui est la véritable source de richesse pour tout le continent en question, pour estimé à 1,4 milliard. Moi, je dis c'est sous-estimé même d'ailleurs, cette population. Vaut mieux qu'on connaisse le nombre et que les politiques puissent s'orienter en fonction du nombre de populations que nous sommes. Les besoins sont exprimés. Hein. Et là, si même on ne le voit pas à vue d'œil, celui qui est au fin fond dans un village, il participe à l'agriculture, il participe à l'activité économique d'une manière ou d'une autre pour pouvoir satisfaire ses besoins. Et là, nous galérons, on a des défis sur la maîtrise des filières dans le secteur économique en fait. Donc, il y a l'absence créa des études sectorielles permettant, par exemple, aux banquiers, aux financiers dans l'espace économique africain de mieux analyser, apprécier les demandes de crédit des acteurs pour pouvoir s'engager en toute sérénité parce que l'absence des études sectorielles au niveau de financement, c'est comme naviguer à vue. Et la meilleure façon de se perdre, c'est de naviguer en vue. Donc ces études sectorielles qui manquent fait que on ne maîtrise pas nos filières, on ne sait pas de quoi depuis l'Afrique de l'Ouest, on ne maîtrise pas ce qu'on peut acheter en Afrique centrale pour éviter la route traditionnelle de commerce qui demande qu'on s'approvisionne nécessairement auprès de l'Occident ou bien de la Chine. D'où ce défi de libre-échange qui doit être soutenu donc par des études sectorielles fiables qui permettront aux commerçants africains ou bien des hommes d'affaires africains d'avoir donc un livre ouvert pour dire au lieu de m'approvisionner en pommes de terre en Espagne ou jusqu'en Afrique du Sud ou en Europe, le Cameroun en produit assez. Nous qui sommes à Cotonou, c'est mieux de prendre ça au Cameroun. Et ça va permettre de développer également le réseau de transport à tous les niveaux, aériens, maritimes et autres. Vous voyez, par exemple, nous sommes tous des pays côtiers, mais il est difficile de voir qu'il y ait de lignes de transport maritime liant les pays africains, juste parce que le besoin, on n'a l'inexistence donc ou de la maîtrise même des filières économiques dans ces pays et le manque de communication dans l'espace économique des mêmes pays qui sont dans les mêmes zones également économiques font que on pêche. Au lieu qu'on trouve ça, on va juste au Nigeria pour en acheter et transporter par bateau pour déverser au port de Cotonou. On va très loin pour s'approvisionner alors que le Nigeria peut en produire. Donc la mise en application des décisions au niveau continental de cette politique ou bien de ce projet de libre-échange qui va renforcer bien évidemment la croissance économique dans l'espace économique africain parce que ça va créer de nouvelles sources de transactions financières qui vont rester sur le continent et ça va éviter l'expatriation, oui c'est ça non, des fonds, le rapatriement des fonds vers d'autres zones hors africains. Et également il y a ce renforcement de commerce interpays africains est un élément très fondamental. Très fondamental pour faire asseoir dans sa globalité une économie sereine et sérieuse sur le plan continental. Et le grand défi auquel on est confronté également, c'est la production agricole. On se retrouve aujourd'hui un continent qui a importé pratiquement tout ce qui est produit agricole alors que nous avons des terres à cultiver. Et qui sont libres. Qui sont très libres et qui ne sont pas du tout exploités. C'est l'un des continents les moins peuplés parce que si vous voyez, nous sommes sur 30 millions de kilomètres carrés pour 1400 pour 1,4 milliard, 1,5 milliard d'habitants, comparé par exemple à la Chine qui fait 9 millions de kilomètres carrés pour 1,4 milliard d'habitants.
Et nous, le continent africain demeure un continent le plus dépeuplé possible. Donc, il y a beaucoup de terres à cultiver. Et puis, oui, on a des saisons carrément qui sont très favorables. On n'a pas aussi des hivers très prononcés pour empêcher la culture. Donc, nous avons juste à développer une culture agricole qui correspond à notre réalité climatique en fait. Aujourd'hui, même s'il ne pleut pas, avec des forages, on peut développer l'agriculture pour faire de l'irrigation, pour nourrir les plantes avec de l'eau dont elles ont besoin pour se développer. Donc, nous avons, en plus de ce secteur vital à un développement économique, oui bien sûr, qui est négligé, oui, bien sûr, qui est sur le terrain aujourd'hui. Oui, très à encourager d'ailleurs, parce que tant qu'on ne reprenne pas l'agriculture comme le premier secteur économique qu'il faut donc développer, nous aurons de sérieux problèmes dans l'avenir, parce qu'aujourd'hui, pratiquement, on ne produit pas ce que nous consommons à 80%. Donc, en plus de quand on finit de relever ce défi de la redynamisation, de la relance de l'agriculture, c'est très important. Il faut regarder en même temps un autre défi, c'est la transformation. C'est la transformation qui rentre aussi en jeu, parce qu'il faut transformer pour pouvoir offrir la possibilité de conserver tout ce qui est produit par la filière agricole, et ce qui nécessite également que l'artisanat soit encouragé dans un premier temps, parce que il faut aller vers là pour suivre une évolution certaine. Nos ingénieurs doivent se mettre dans la marche, dans la marche, pour pouvoir apporter des solutions de transformation pour tout ce qui est l'agriculture aurait dégagé comme produit in fine, et ce qui également fait appel à un autre défi au niveau de la formation, de l'éducation, changer carrément de paradigme. Tout est lié. Hein. Oui, tout est lié, bien sûr, c'est une chaîne en fait. Il faut revoir les formations, orienter les formations beaucoup plus vers des métiers, parce que c'est le métier qui construit l'économie. Le métier, il construit beaucoup plus l'économie, parce que c'est le menuisier, le maçon, le chaudronnier, l'électricien. C'est eux, en fait, qui sont des acteurs permanents de l'économie, technicien en bâtiment. Donc, vous avez en face de nous toute une liste d'éléments qui rentrent dans ce qu'il faut faire pour pouvoir relever le défi économique en fait. C'est ça le problème en fait. Le défi, les choses sont liées. C'est pourquoi je disais que les enjeux qui constituent, pour moi, selon ma définition, des défis à relever à l'effet de garantir un développement économique certain pour l'Afrique, sont des enjeux d'ordre structurel auxquels il faut donc s'attaquer. Et il n'y a pas de bon moment. À tout moment, on peut toujours s'attaquer à ces différents éléments et les éliminer pour donner la chance à d'autres générations de continuer, parce que la voie serait déjà tracée. Alors, vous mettez l'humain au centre de tout cela. Vous aviez déjà dit que c'est la première richesse. Est-ce qu'on peut établir un rapport performance et perspective macroéconomique sur le continent africain? Déjà que nous avons des données statistiques erronées, dû au fait que quand vous regardez l'ensemble des pays africains, il y a l'absence de fichier national qui est un élément fondamental pour pouvoir mettre en place la composante permettant donc de suivre et de contrôler donc les gens sur le continent. Donc les données statistiques qu'on nous annonce sont souvent erronées, raison pour laquelle même quand on annonce 3%, 5% de croissance, ça ne se sent pas dans le vécu de l'Africain, parce que en fait les éléments qui soutiennent cette croissance ne sont pas des éléments palpables en fait, c'est aléatoire, c'est pas du vrai. Qu'est-ce qui soutient souvent cela? C'est des projets qui sont conçus par les gouvernements sur le plan infrastructurel, pour lesquels ils vont demander des fonds auprès des institutions de Bretton Woods, et que ces fonds vont être injectés dans l'économie pour une période donnée pour créer de l'émulation. Et c'est ça en fait que, in fine, ils disent que non, il y a eu beaucoup de volume d'affaires en ces derniers temps, donc du coup on a connu une croissance de temps.
Mais c'est pas ça ce qui doit soutenir véritablement l'économie d'un pays. L'économie d'un pays est soutenue par l'activité menée proprement par les citoyens. Comment est-ce que, en face aux besoins exprimés par les citoyens, comment est-ce que ces besoins ont été satisfaits? Est-ce que ça a été satisfait par ce qu'ils produisent eux-mêmes ou alors ils ont été satisfaits par ce qu'ils ont importé? C'est là la nette différence en fait. Et comme je le disais tantôt, c'est l'expression des besoins de tout le monde qui constitue le volume d'affaires dans un pays qui constitue l'économie. Les infrastructures et autres, c'est pour des périodes. Quand on finit de les réaliser, l'État retombe dans le remboursement. Parce que c'est une avance qu'on a fait sur la prévision des collectes des recettes fiscales et douanières. Donc l'État rentre dans les remboursements, donc on revient encore au pied zéro. Donc c'est pourquoi on ne sent pas souvent ces croissances annoncées par les États africains, généralement dans le vécu des populations. Mais si la croissance se repose sur la satisfaction des besoins par la production locale, vous allez voir que toute la chaîne sera va créer plutôt des valeurs ajoutées et ça va se sentir dans la vie de tous les acteurs, de tous les citoyens. Du moment où vous avez un défi sur le contrôle et le suivi de l'évolution de la population parce qu'il n'y a pas de fichier national, vous manquerez d'adressage. Donc le banquier se retrouve dans un environnement incertain où il peut, s'il accorde un crédit à Michel peut disparaître de Agbalpedo pour aller je dis n'importe quoi, à Didogomé, c'est fini. Il faudrait que Michel fasse preuve de bonne foi. Et là, nous sommes confrontés à ce qu'on appelle le risque caractère maintenant. Il faudrait que l'individu soit de bonne moralité pour dire j'ai quitté Agbalpedo pour l'autre quartier. Le banquier dans un tel environnement, il est incertain. Il veut minimiser beaucoup plus ses engagements. On est d'accord. Donc, du moment où vous êtes en face dans un environnement économique où il n'y a pas d'études sectorielles pour permettre donc une analyse certaine avec des données communiquées par le demandeur de crédit en comparaison à ce que le secteur produit comme statistiques réelles, le banquier va avec beaucoup de peur au ventre, hein. On est d'accord. Donc du coup, c'est ça qui ralentit par exemple la production intérieure. La production intérieure ne peut pas être effective si les banques ne accompagnent pas. Alors que les conditions pour que les banques accompagnent la production intérieure ne sont pas réunies. La confiance, l'environnement de confiance étant absent, donc les banques hésitent à accompagner la production interne pour satisfaire les besoins exprimés par les citoyens. Donc du coup, le banquier il est plus certain de l'import au moins ça vient, on peut le vendre, donc il préfère aller sur ce segment. Donc c'est tout un ensemble d'éléments qu'il faut rectifier ou carrément remplacer pour pouvoir garantir un développement économique certain pour le continent africain. Est-ce que les enjeux socio-économiques sont les mêmes pour tous les pays africains? Quand on prend l'Afrique du Sud, on prend l'Égypte, le Nigeria, peut-être à l'aune de l'économie, de tout ce qui se fait sur le plan économique et social du Togo, de l'Éthiopie, du Soudan par exemple, de la Somalie et autres. Mais vous savez, quand le défi économique n'est pas... on ne relève pas les défis économiques en même temps, ça engendre des soucis sur le plan social systématiquement. Donc aujourd'hui, quels sont les défis sur le plan social? On est exposé dans l'avenir, comme on ne développe pas l'agriculture, qu'on n'a pas développé des techniques appropriées aujourd'hui au changement climatique, on est en phase de croire que l'avenir des Africains est incertain en termes de sécurité alimentaire. Parce que les revenus il n'y a pas de croissance réelle des revenus des gens. Donc du coup, si aujourd'hui, dans nos villages, nos parents sont obligés d'acheter l'igname avant de consommer, d'acheter du maïs avant de manger, il y a un véritable souci dans l'avenir. Alors qu'avant, quand moi j'étais enfant, on n'achète pas l'igname avant de manger. On n'achète pas maïs avant de manger au village. Mais aujourd'hui, dans les villages,
On achète l'igname avant de manger, avant de préparer. On achète aussi du maïs. Donc ça veut dire que il y a de sérieux soucis sur le plan social dans l'avenir si ces défis structurels ne sont pas relevés pour pouvoir garantir une force, hein, la force pour l'économie du continent. Toujours, comme je le dis, ça commence par une politique de contrôle et de suivi de l'évolution de la population, tout en sachant que, déclarons donc les gens qui habitent sur nos territoires, mieux nous allons maîtriser leurs besoins, mieux on développera donc un marché réel d'attraction, d'investissement, parce que en chiffrant le besoin réel de la population en termes de consommation de viande, des gens viendront investir pour développer donc la filière bovine de l'élevage et la transformation, parce que on aurait des données réelles sur ce dont on a besoin dans le pays et l'expression des besoins individuels. Si on a des données statistiques vraies, c'est-à-dire qu'avec cette politique de contrôle, le suivi de l'évolution effectivement de la population, on connaîtra le nombre de naissances par jour, on fait des projections sur 10 ans, sur 5 ans, voici ce que deviendra notre population, et on maîtrise également mieux les données sur la mortalité dans nos pays, parce que beaucoup de personnes meurent en Afrique, elles ne sont même pas déclarées, parce que le système, l'inexistence du fichier national fait que les gens sortent même du circuit sans qu'on ne les fiche, donc on continue pas à les comptabiliser dans les vivants, on les comptabilise toujours, et puis ça fait rire même qu'il y a des pays africains francophones où des gens sont décédés depuis longtemps, ils ne continuent pas à percevoir leur salaire. Vous imaginez, c'est l'inexistence de ce fichier qui crée ces choses-là dans certains pays africains. Donc voilà à peu près les défis, comme je le dis, des enjeux sont d'ordre structurel. Pour chuter, est-ce que l'Afrique, face à ces enjeux, a besoin des partenaires? Je vais parler de tous les partenaires possibles. De toute manière, nous sommes dans une mondialisation qui a beaucoup avancé. Aujourd'hui, on ne peut plus évoluer isolé. On a besoin des partenaires pour développer, pour vendre le surplus au cas où on opte pour la transformation, la production de ce que nous consommons, le surplus. Il faut donc développer donc des relations avec l'extérieur, avec d'autres partenaires pour pouvoir consommer ce que nous produisons. Donc c'est très important le développement du partenariat, mais il faudrait que ce soit un partenariat qui profite assez aux pays africains parce qu'ils ont à offrir. Pour l'instant, quand on n'a pas à offrir, on est dans une position de demandeur. Et donc le continent doit changer carrément de position. Quand vous avez à offrir, vous aurez un autre type de partenaire devant vous, en fait, qui sera en position de demandeur, dont vous pouvez dicter vos lois. Mais pour l'instant, puisque vous n'êtes pas en position d'offrir et que vous êtes toujours en position de demandeur, même le prix de vos matières premières ne sont pas fixés sur votre marché. C'est pourquoi il y a la bourse de valeurs de Londres qui fixe le prix de cacao, alors que le cacao est produit au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi voici à peu près ça, en fait. Vous démontrez que votre marché n'est pas demandeur, ne peut pas offrir donc des tissus. Vous comprenez, alors que vous produisez les matières premières. Normalement, le marché africain doit offrir des tissus. On parle de la roue de la soie. Mais c'est à partir donc du coton que la Chine a fait de la transformation pour faire tout ce que vous voyez. Donc, l'Afrique devait être plutôt fournisseur des tissus et non fournisseur de coton. Donc, vous êtes désintéressé par le marché international en matière de fournisseur, mais l'Afrique se positionnait en demandeur. Donc, voilà à peu près le schéma qu'il faut à un moment donné changer définitivement pour aller en position de force. Il faut être en position du fournisseur et non de demandeur. Merci beaucoup à vous, King Dodjro. Le rendez-vous est câblé maintenant sur chaque mardi comme avant. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un rendez-vous pour les économistes africains, bref, pour tous les Africains. Avec vous, on a parlé de l'Afrique, les enjeux socio-économiques en 2023. Vous êtes consultant et expert en structuration économique et financière. On va marquer la pause pour le journal et après on reçoit nos invités pour votre émission politique Regard Croisé.